vous êtes sur RTI 1, bienvenue dans le 20h. Voici les titres de votre journal. Le vice-président ivoirien a reçu aujourd'hui le président de la commission de l'UEMOA, Abdallah Bourema, et le vice-président ivoirien ont évoqué plusieurs sujets, notamment les questions d'intégration communautaire. Les députés de la Commission des affaires sociales ont adopté le projet de loi modifiant l'ordonnance sur l'organisation des régimes de pension gérés par la SEGRAE. Les députés légalisent ainsi l'ordonnance prise par le chef de l'État afin de satisfaire les revendications syndicales. Et le nouveau président français visite les forces françaises à Gao, au Nord Mali. C'est son premier voyage officiel hors d'Europe en tant que chef d'État. Emmanuel Macron souhaite une forte mobilisation des forces françaises et étrangères au Nord Mali contre le terrorisme. On a voté aujourd'hui en Iran. Plus de 56 millions d'Iraniens se sont rendus aux urnes pour élire leur président. Ils feront le choix entre le sortant et réformateur Hassan Rouhani et le conservateur Ebrahim Raisi. Vous êtes les bienvenus sur RTI 1. Je rappelle d'abord que le président de la République, Alassane Ouattara, est en Arabie Saoudite depuis hier. Il va prendre part au sommet islamique arabo-américain qui s'ouvre demain à Riyad. Le président américain Donald Trump est annoncé à ce sommet. Le vice-président ivoirien, lui, il est sur place à Abidjan. Daniel Kablan-Duncan a reçu aujourd'hui le président de la commission de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, Abdallah Bourema, et le vice-président ivoirien ont évoqué notamment les questions d'intégration communautaire. Et à l'issue de l'entretien avec le vice-président ivoirien, le président de la commission de l'UEMOA a fait une déclaration. Nous l'écoutons. L'audience a porté sur deux principaux points, mais auparavant, j'ai tenu d'abord à féliciter Son Excellence, Monsieur le Vice-président, pour la confiance placée en lui par Son Excellence, Monsieur le Président de la République, en le nommant justement en cette qualité de Vice-président. Nous lui avons souhaité succès et réussite dans cette tâche. Ensuite, nous avons échangé sur les problèmes économiques, sur les problèmes sectoriels et bien sûr, c'est donc le second point, nous avons pu recueillir ces avis, ces commentaires motivés dont nous avons besoin en ce début de notre mandat. Nous partons maintenant à l'Assemblée nationale où les députés de la Commission des affaires sociales ont adopté à l'unanimité le projet de loi portant modification de l'ordonnance sur l'organisation des régimes de pension gérés par la SEGRAE. Par cette adoption, les députés légalisent l'ordonnance prise par le chef de l'État afin de satisfaire les revendications syndicales de la mi-janvier 2017. On fait le point avec Gabriel Zani. Les revendications syndicales, la majoration pour familles nombreuses, les allocations familiales et autres ont été satisfaites par une ordonnance prise par Alassane Ouattara le 15 février dernier dans le souci d'apaiser le climat social. Le chef de l'État n'a pas attendu la procédure parlementaire à cause de l'urgence de la situation. Ce vendredi, devant les députés de la Commission des affaires sociales et culturelles, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale a présenté un projet de loi portant ratification de cette ordonnance. Ce sont donc des avancées qui sont consenties à partir des négociations qu'il y a eu entre l'État de Côte d'Ivoire en tant qu'État employeur et les travailleurs qui sont de la fonction publique et qui sont des agents de l'État et qui nous garantissent que les retraites de tous les fonctionnaires maintenant comme à l'avenir, seront payés en temps et en heure. Une avancée. Les députés ont donné quitus au chef de l'État. Le projet de loi qui vient d'être voté à l'unanimité ne peut qu'apporter au bien-être des retraités. Dieu se le sait. Dans un passé pas très lointain, aller à la retraite semblait difficile à accepter, tant on souffrait. Le dispositif légal de l'ordonnance se résume en un seul article et permet de garantir la pérennité du système de gestion des retraites des fonctionnaires et agents de l'État. Et on reste à l'Assemblée nationale, mais cette fois-ci en compagnie de la Commission des affaires sociales et culturelles. Ces députés ont fait une déclaration pour exprimer leur soutien aux Ivoiriens, mais également au gouvernement après les récents événements. Les parlementaires ivoiriens dénoncent
les revendications par voie de violence et appelle chacun à cultiver la paix, nous explique Gabriel Zani. Ils sont issus des groupes parlementaires RDR, PDCI, IDPCI, Agir pour le peuple, Vox Populi et Nouvelle Vision. Ensemble, ils déclarent déplorer les remous sociaux survenus dans le pays. Officiellement, les récents mouvements d'humeur ont fait 9 blessés et 4 morts. Ces députés soutiennent les blessés, les familles des victimes et le chef de l'État. La Commission des affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire souhaite un prompt rétablissement aux blessés identifiés et non identifiés sur l'ensemble du territoire, s'incline devant les dépouilles des personnes décédées et présente ses sincères condoléances aux familles éplorées, exprime son soutien au peuple ivoirien et marque sa compassion à toutes les personnes physiques ou morales ayant subi des préjudices de toute nature, apporte son soutien indéfectible à son Excellence M. Alassane Ouattara, qui a été très affecté par ces mouvements. Appelle à la mise en place d'une cellule de veille et d'écoute en vue de prévenir par une alerte proactive la survenue d'éventuelles autres crises. Les députés de la Commission des affaires sociales et culturelles appellent tous les acteurs au dialogue. Le chef d'état-major général des forces armées de Côte d'Ivoire est à Bouaké. Le général Touré Sékou est allé exprimer son soutien à la famille de l'une des victimes du récent soulèvement des soldats. Le général de division a aussi rencontré les démobilisés pour s'imprégner de leurs préoccupations. Ouattara Madou Walter, Kouadio Kwame Jean de Dieu. En visite à Bouaké, le chef d'état-major général des forces armées de Côte d'Ivoire a apporté la compassion de la haute hiérarchie militaire à la famille de Issouf Diawara, l'une des victimes du récent mouvement d'humeur des soldats. Sékou Touré a prêté une oreille attentive aux propos des membres de la famille du défunt et de ses amis démobilisés de la cellule 39. Il souhaite que la lumière soit faite sur la mort de leurs camarades. Les autorités locales ont participé aux différentes rencontres en vue de renforcer la cohésion sociale à Bouaké. Le calme est revenu. La contribution de tous est souhaitée afin d'éviter à Bouaké de nouveaux troubles qui ne favorisent pas le développement socio-économique. Loin de Bouaké, ici à Abidjan, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale visite la Caisse nationale de prévoyance sociale. Jean-Claude Kouassi est allé encourager les agents de la CNPS à continuer de fournir des services de qualité aux assurés. Ami Sissoko. Après la CNAM et la CECRAE, c'est au tour de la CNPS de recevoir le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Visite des services de la Caisse nationale de prévoyance sociale, séance de travail. Jean-Claude Kouassi félicite les hommes et les femmes de cette institution de prévoyance sociale pour la qualité des services fournis aux assurés. Il a aussi fait des suggestions. Nous devons nous tourner vers les travailleurs indépendants. Toutes les professions libérales qui ne donnent pas droit à salaire forcément, les travailleurs indépendants. Et parmi eux, nous avons nos sportifs, parce que leurs carrières sont généralement beaucoup plus courtes, mais il faut trouver des formules pour les intégrer à ce que nous allons faire. Nous allons intégrer nos artistes et tous les hommes de culture et d'art. En 17 années d'existence, la mission de la CNPS reste la même, gérer le régime obligatoire de la prévoyance sociale du secteur privé et assimilé. Au 31 décembre 2016, la Caisse nationale de prévoyance sociale, c'est 704 012 salariés en activité affiliée, plus de 104 000 bénéficiaires de la branche retraite, 251 milliards de francs CFA de cotisations déclarées et 128 milliards de francs CFA de prestations payées. On s'arrête maintenant à la Fondation Léopold Malan. Cette fondation vient de rendre hommage à son fondateur 15 ans après sa disparition tragique au Burundi. Lors de cette cérémonie émouvante, les participants ont retracé le parcours, la vie de Léopold Malan. Une quarantaine de nouveaux agrégés en médecine ont été également distingués au cours de cette cérémonie. Le témoignage de Sita Soro.
une cérémonie d'hommage à un illustre disparu, le professeur Léopold Malankasi. La fondation qui porte son nom veut célébrer la vie de l'homme. Assassiné au Burundi en novembre 2001, le professeur Malankasi est considéré comme une élite de la médecine en Côte d'Ivoire et en Afrique. Cet homme est exceptionnel. L'exemple, le modèle qu'il nous a laissé mérite d'être repris par tous les autres jeunes médecins. Le professeur Malankasi est un grand pédagogue. Il a en effet formé plusieurs générations de médecins et d'enseignants. Le professeur Malan a été un chercheur accompli. Il a laissé à la postérité une cinquantaine de publications dans sa spécialité et en santé publique. Le professeur prônait la rigueur, la probité et surtout l'excellence. Cette journée d'hommage a été le lieu indiqué pour la remise de trophées de 44 nouveaux agrégés. Ces nouveaux agrégés sont les lauréats du concours d'agrégation des sciences de la santé, regroupant la médecine, l'odontostomatologie et la pharmacie. Désormais agrégés, ils ont promis marcher dans les pas de ce grand homme. Ces trophées viennent récompenser tout un parcours débuté depuis très longtemps. Et le fait que cette remise de trophées se fasse au jour des commémorations du professeur Malankasi Léopold, qui a été notre maître, doyen de cette UFR, est également pour nous quelque chose de très symbolique et très fort. Le professeur Léopold Malankasi a été doyen de la faculté de médecine et directeur de la médecine hospitalière. Unis, nous vaincrons le paludisme. C'est bien le thème du concours inter-école qui se tient en ce moment dans la préfecture d'Atiaké. Ce concours est organisé pour la 9e fois et il oppose les différents établissements du cycle primaire de cette circonscription. C'est une initiative du programme national de lutte contre le paludisme qui veut impliquer tous les jeunes élèves dans la lutte contre la maladie. Franck Quadio pour le reportage. Parler du paludisme entre écoliers. Cette 9e édition du concours inter-école a mis en interaction différents établissements de l'inspection de l'enseignement primaire d'Adiaké. Des élèves invités à montrer leurs connaissances sur le paludisme. La politique du programme national de lutte contre le paludisme consiste ici à impliquer dans la lutte contre la pandémie l'une des franges les plus vulnérables, les enfants. Nous étions l'année dernière à Bengourou. Aujourd'hui, nous sommes à Diaké et nous voyons que les enfants, depuis la formation, comme nous l'avons dit tantôt, jusqu'à aujourd'hui, les enfants ont assimilé assez de choses. Politique de sensibilisation qui porte ses fruits, de l'EPP à Assini Sagbadou au groupe scolaire méthodiste, en passant par la passerelle et Assini Canal, les enfants ont tous adopté le message, les bonnes pratiques utiles pour éloigner le paludisme. Une femme enceinte atteinte du paludisme peut atteindre de l'anémie grave, l'avortement spontané, un enfant de faible poids, un accouchement prématuré. De quoi ravir les autorités de ce district sanitaire. C'est une très belle initiative que le ministère de la Santé organise cette 9e édition dans notre district sanitaire. Ce sera l'occasion pour les enfants de nous aider à faire la promotion de la moustiquaire, l'assainissement du milieu, en un mot, à sensibiliser les parents sur la prévention du paludisme. Ce concours inter-école qui a débuté le 15 mai prend fin ce 20 mai 2017. Rappelons qu'en Côte d'Ivoire, le nombre de décès liés au paludisme est passé de 3200 en 2013 à 2600 en 2015 et l'incidence du paludisme chez les enfants de moins de 5 ans a considérablement diminué. Malgré ces progrès, le paludisme demeure un problème de santé publique en Côte d'Ivoire. Voilà, et la lutte contre le paludisme continue donc. Nous partons maintenant pour le district du Denguélé, d'où revient le ministre des Transports. Il était donc en tournée dans cette région où il a rencontré les populations pour échanger avec elles sur leurs difficultés. Le ministre des Transports, Amadou Koné, leur a parlé de ces nouveaux projets, notamment la professionnalisation du secteur des transports en Côte d'Ivoire. Mamadou Kwasi pour le témoignage. Le renouvellement du parc automobile, l'état des routes, les permis de conduire, les faux frais. Autant de sujets qui ont meublé les échanges entre le ministre des Transports, Amadou Koné, et les transporteurs du district de Denguélé. Ces responsables des syndicats de transporteurs et de chauffeurs des régions du Kabadougou et du Folon ont présenté au ministre des Transports les entraves à la bonne marche de leurs activités. Malgré tout,
Il s'engage à accompagner la politique de développement du gouvernement. Faire en sorte que la question donc, de l'assainissement de l'environnement du transport en Côte d'Ivoire soit effective. Donc il est tout à fait normal que dans ce monde de plus en plus tourné vers la professionnalisation, le secteur du transport, qui est un secteur important, puisse donc faire sa mue. Démarche bien appréciée par le ministre des Transports. Amadou Kone a présenté à ses interlocuteurs le projet de développement du secteur du transport en Côte d'Ivoire. Il soutient que la professionnalisation de ce secteur constitue une priorité pour le gouvernement. Professionnaliser le secteur du transport, faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus d'ordre dans le secteur des transports et que nous prenions soin des passagers. Mais je constate qu'ici, il y a beaucoup plus de questions relatives aux infrastructures routières qui ne sont pas en bon état pour la partie nord du Guinée, ce qui fait que même s'ils ont des véhicules neufs, évidemment, ça pourrait être difficile de circuler. Mais j'ai bon espoir que des mesures seront prises, que les efforts vont être poursuivis s'il y a évidemment la stabilité, la tranquillité. En ce qui concerne l'acquisition de nouveaux véhicules, le ministre des Transports a indiqué également que des allègements fiscaux sont prévus. Il recommande par ailleurs la constitution d'entreprises de transporteurs. Des informations qui rassurent les acteurs du transport des régions du Kabadougou et du Folon. Dans le domaine de l'environnement à présent, la Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire vient d'octroyer une somme de 700 millions de francs CFA à l'Office ivoirien des parcs et réserves, OIPR. Cette subvention servira à la sauvegarde et à la promotion du patrimoine naturel. Les parcs de Taï et de la Comoé bénéficieront de financements pour leur réaménagement. Nous explique Frédéric Oulaï Adamakoni. Inscrits au patrimoine de l'UNESCO, les parcs nationaux de Taï et de la Comoé seront réaménagés pour être plus attractifs. La Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire et l'Office ivoirien des parcs et réserves viennent de signer une convention de financement pour l'exercice 2017. Ce sont 700 millions de francs CFA que la Fondation octroie comme financement non remboursable pour la conservation des aires protégées et la biodiversité. Après la longue crise qu'a traversé la Côte d'Ivoire, l'état des parcs nationaux a été très affecté. Et malgré tout cela, il y a quand même quelques parcs qui se sont distingués. En l'occurrence, le parc national de Taï, qui a toujours bénéficié de l'appui extérieur à travers la coopération allemande. Et c'est justement grâce à cette coopération que nous avons pu mettre en place un fonds fiduciaire pour continuer le financement de ce parc. La clé de répartition prévoit 400 millions de francs CFA pour le parc national de Taï et 300 millions pour celui de la Comoé. Dans le cadre de ce programme-là, nous avons 7 actions à mener, notamment l'activité de préservation des aires protégées, Comoé et Taï. En plus de cela, nous avons des relations avec les populations riveraines parce que vous savez, c'est des domaines qui sont dans le domaine rural et qui appartiennent à l'État, c'est des parcs nationaux. Donc il faut faire en sorte que la gestion de ces espaces apporte des retombées économiques et financières aux populations riveraines. En termes d'état de conservation, ces 2 parcs nationaux sont viables et sont bien conservés. Ce qui nous reste à faire, c'est de les valoriser par le tourisme. Selon la ministre Anne-Désirée Ouloto, le gouvernement entend promouvoir ainsi l'écotourisme. Je voudrais, mesdames et messieurs, saisir cette opportunité pour vous encourager à poursuivre vos inlassables efforts aux côtés de l'État pour mobiliser davantage de ressources financières afin de couvrir la totalité des besoins financiers de l'ensemble du réseau de nos aires protégées. De 2014 à 2016, la Fondation a déboursé au total 1,6 milliard de francs CFA au profit de l'Office des parcs et réserves pour l'aménagement des parcs de Taï et de la Comoé. Et la Côte d'Ivoire se prépare pour les 8e Jeux de la francophonie. Le comité d'organisation s'active, les réunions s'enchaînent. Une délégation du comité international des Jeux de la francophonie constituée d'experts de médias était à Abidjan. Ils ont mis à profit leur séjour dans la capitale économique ivoirienne pour former des journalistes, nous dit Issa Tchonayeo. Une mission des experts des hommes des médias du Comité international des Jeux de la francophonie à Abidjan pour la formation des journalistes à la couverture médiatique des 8e Jeux de la francophonie et tester le matériel technique. Après une séance de travail
avec les membres du radio-télédiffuseur hôte RTDH au siège du Comité national des Jeux de la francophonie CNJF. À Cocody, les experts se disent rassurés. Il y a une motivation à 150%. J'ai trouvé des collègues qui étaient prêts à s'engager avec moi dans cette aventure et qui ont vraiment conscience qu'il va falloir pendant ces 10 jours se mettre totalement dans la francophonie. Et je les ai trouvés avec une énorme motivation et je pense qu'on peut être très très confiant. On a trouvé pas mal de gens qui sont déjà prêts pour être avec nous, pour nous accompagner sur le dispositif, pour prendre en main le dispositif avec nous. La structure est là, les moyens seront là, les journalistes seront là, les réalisateurs seront là, les cadreurs seront là. On va dire qu'on est au rendez-vous, on a un moment charnière. Il y a encore quelques petits réglages parce que dans toute grosse opération, forcément, il y a des réglages à avoir. Mais on est vraiment très confiant et très content que ça se passe ici. Et surtout avec les gens de la RTI et les gens de Côte d'Ivoire. Pour les experts, le RTDH dispose d'atouts véritables pour la réussite des 8e Jeux de la francophonie à Abidjan prévus du 21 au 30 juillet 2017. Et ces Jeux doivent se dérouler dans un environnement paisible. La Côte d'Ivoire, notre pays, justement, s'y attelle. Vous vous souvenez, certainement, un conflit foncier avait opposé pendant 4 ans les populations du canton Barala dans le département de Koro en Côte d'Ivoire et celle du district de Tinko en Guinée. Un conflit qui a fait de nombreux blessés et causé des dégâts matériels avec la destruction de plantations et l'abattage d'animaux. Eh bien, aujourd'hui, l'heure est à la réconciliation obtenue grâce à la médiation du président du conseil régional du Bafing, Mamadou Kwasi. Une poignée de main et des engagements pour mettre fin à 4 ans de conflit foncier entre les populations de Massala en territoire ivoirien et Tinkoro en Guinée. Un conflit transfrontalier qui a fait de nombreux blessés et causé des dégâts matériels importants, notamment la destruction de plantations et l'abattage d'animaux. À l'origine de ce conflit, l'exploitation d'une parcelle située entre les deux États et l'absence de bornes de délimitation entre la Guinée et la Côte d'Ivoire au niveau de la sous-préfecture de Boko dans la région du Bafing a renforcé cette crise. La médiation entamée par le président du conseil régional du Bafing, Lassina Diomandé, depuis 1 an, porte aujourd'hui des fruits. Les deux parties acceptent de mettre fin au conflit et de s'aligner sur les décisions arrêtées par les autorités administratives. Le peuple Barala et le peuple Bessoba sont unis par une histoire. C'est ici que sont partis donc nos ancêtres. Nos ancêtres Diomandé. Donc aujourd'hui, nous diviser ne nous arrangerait pas. C'est pour cette raison que nous avions dit des problèmes de conflit rural, cela ne doit pas exister entre nous. Parce que ça n'a pas existé au temps de nos ancêtres. Il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui, en notre temps, que cela puisse exister. La cérémonie de réconciliation a mobilisé l'ensemble des populations de la sous-préfecture de Gbessoba en Guinée et celle du canton Barala en Côte d'Ivoire. Le sous-préfet de Boko et celui de la Guinée ont invité les populations au strict respect des mesures arrêtées au terme de la médiation. Au nom de ces décisions, la mise en place d'un comité local de médiation, le retour aux règles agricoles telles que pratiquées depuis des décennies. Dans l'actualité judiciaire en Côte d'Ivoire, le procès de l'ancien ministre ivoirien Sébastien Danon-Guégué et 3 autres co-accusés a été renvoyé au vendredi 26 mai prochain. Le procès a été reporté à cette date à la demande du procureur de la République. Ce dernier a requis donc du temps afin de permettre à toutes les parties de mieux se préparer pour un procès équitable. L'ex-ministre ivoirien et ses co-accusés sont poursuivis, je rappelle, pour atteinte à l'ordre public. Nous partons maintenant pour l'Indénié du Hablin où la SNDI, Société nationale de développement informatique, renforce les capacités des agents. Cette initiative s'inscrit dans la volonté de l'État de rendre l'informatique accessible à tous. On en sait plus avec Chantal et Omar Quentin. Être sur la shortlist des pays décideurs de la normalisation, c'est l'ambition des autorités ivoiriennes. Un atelier réunissant l'ensemble des acteurs de l'électrotechnique est organisé ici à Abidjan. Il s'agit pour la partie ivoirienne de préparer son dossier en vue de son adhésion à la Commission internationale de l'électrotechnique. Cette commission a pour rôle d'élaborer et de mettre en œuvre des normes et d'évaluer la conformité. Des stratégies pour maîtriser et améliorer la qualité des produits électrotechniques et surtout de protéger le consommateur. La normalisation permet d'avoir donc des équipements de sécurité des biens et des personnes, sécurité de l'environnement.
Actuellement, nous sommes, disons, consommateurs de normes. Les gens font les normes et puis nous, on vient, on les applique. En étant membre, on va maintenant être créateur de la norme. C'est-à-dire on va s'asseoir avec ceux qui créent les normes, on va discuter et puis à travers cela, on pourra donc imposer le point de vue des Ivoiriens, le point de vue des consommateurs ivoiriens. Le directeur de cabinet du ministère des Mines et de l'Industrie encourage les acteurs de ce secteur à redoubler d'efforts pour que cet objectif soit atteint. Dans la mesure où aujourd'hui la qualité est devenue un élément fondamental dans le commerce international et même je dirais dans le commerce tout court. Il est évident que lorsque vous êtes en face d'un produit, vous avez besoin de savoir si ce produit est bon pour vous ou s'il peut être dangereux. Et donc dans cette mesure-là, notre rôle en tant que ministère garant de la qualité, c'est d'accompagner l'ensemble des actions qui visent à promouvoir la qualité et la normalisation. Pour la réalisation de cette ambition internationale, la Côte d'Ivoire bénéficie du parrainage du Comité national français de l'électrotechnique, un parrainage qui arrive à sa fin en juillet 2017, date d'évaluation du dossier ivoirien. Voilà, toutes nos excuses. La formation de la société des agents de la Société nationale de développement informatique de l'Indéni Guablin vous sera proposée dans nos prochaines éditions. Nous parlons maintenant du deuxième forum de la diaspora ivoirienne qui a été lancé depuis hier à Abidjan. Cet événement se tiendra les 22-23 mai prochains. Le but de ce rendez-vous est de mettre en place un mécanisme d'appui au projet d'investissement. Ahmed Traoré, Issa Tchonayeo. Les Ivoiriens de la diaspora ont décidé de s'unir et d'agir pour l'avenir de leur pays. Pour joindre l'acte à la parole, ils comptent organiser les 22 et 23 mai prochains la deuxième édition du Forum de la diaspora. Objectif: définir un mécanisme d'appui au projet d'investissement. J'encourage cet événement-là et j'espère que les Ivoiriens de la diaspora vont contribuer aussi à atténuer les crises. Une approche jugée opportune par la Direction générale des Ivoiriens de l'étranger. La rencontre de ce soir vise deux objectifs fondamentaux. Le premier, c'est de lancer le Forum de la diaspora ivoirienne, la deuxième édition. Et le deuxième enjeu de cette rencontre, c'est de créer un réseau entre les Ivoiriens de l'extérieur revenus suite à l'appel du président, afin d'échanger, de créer ce cadre de partage à travers lequel nous allons faire connaissance et soumettre des difficultés dans un cadre de concertation et puis essayer d'y apporter des solutions idoines. Environ 1 240 000 personnes constituent la diaspora ivoirienne. Cette communauté compte également poser des actes pour encourager la lutte contre l'immigration clandestine. Ailleurs au Mali, le nouveau président français est en déplacement dans le nord, précisément à Gao. C'est son premier déplacement officiel hors d'Europe en tant que chef d'État. Emmanuel Macron a été accueilli, comme vous le voyez à son arrivée, par son homologue malien Ibrahim Boubacar Keïta. Le choix de Gao n'est pas fortuit. Elle abrite la plus importante base des forces françaises engagées à l'extérieur dans la lutte contre le terrorisme. Emmanuel Macron souhaite une forte mobilisation des forces françaises et étrangères dans le nord Mali pour contrer les djihadistes. On a voté aujourd'hui en Iran. Plus de 56 millions d'électeurs iraniens se sont rendus aux urnes pour élire leur président. Le sortant Hassan Rouhani, religieux, réformateur, est face au camp conservateur conduit par l'ex-procureur Ebrahim Raisi. Par leur vote, les Iraniens décideront de poursuivre ou non la politique d'ouverture vers l'Occident entamée par Rouhani. En sport football, la 22e journée de la Ligue 1 de football aura lieu demain samedi au stade de la Paix de Bouaké. La SEC sera face à l'Africa Sport pour ce deuxième tour. Donc les deux équipes sont arrivées aujourd'hui et promettent de livrer un match inoubliable pour le bonheur des sportifs de Bouaké qui auront patienté 20 années avant de revoir le derby à SEC Africa à Bouaké. Kader Sogodogo. Des supporters de l'Africa Sport face à ceux de la SEC Mimosa. Il faut prendre le drapeau, gros drapeau là. Ça y est, dans ça là, il faut prendre, il faut venir tout de suite. Tout de suite là, on va enrouler là. Il faut venir tout de suite. Les gars, il y a ceux qui sont en train de m'énerver. Je commence à les pas d'ici déjà. Voilà. Non, il n'a rien dit. Il a récité une récitation qu'il a apprise depuis son jeune âge, tout en oubliant que Bouaké, c'est à domicile pour la SEC et que le match, c'est demain soir à partir de 17h30. Le ton est ainsi donné pour le derby du football ivoirien. Les deux équipes pour la 22e journée de la Ligue 1 s'affrontent à Bouaké samedi sous le coup de 17h.
Leur dernière sortie au Stade de la Paix date du dimanche 4 janvier 1998. En finale de la Coupe Félix Houphouët-Boigny, les Mimos avaient étrié l'Africa Sport sur le score de 3-0. 20 ans après, les deux équipes se retrouvent à Bouaké. Ce vendredi, il est 12h. L'équipe de la SEC à Mimosa est arrivée. Que dit le staff technique? Le match à SEC Africa, c'est un autre match. Peu importe le classement des équipes, mais quand la SEC Africa se croise, c'est un match vraiment important, c'est différent. Chacun veut gagner, surtout qu'on a gagné au match aller. Et là encore, non seulement il y a le derby et puis il y a la course au titre. Donc je pense que ça va être un très très bon match. 13h30, les Aiglons arrivent à leur tour à Bouaké. La sérénité est de mise. C'est vrai que c'est un derby, mais c'est un match comme tout autre. Et puis nous essayons de ne pas nous mettre la pression. Un détour au Stade de la Paix. Les agents de l'ONS font les dernières touches. Je suis en train de mettre le filet blanc, voilà, pour ce match. Il est plus visible. Pelouse bien tondue, filet bien dressé. Le point central a bien indiqué. ASEC Mimosa, Africa Sport, à vous de jouer. Et la suite, ce sera demain, puisqu'on connaîtra les résultats de ce choc Africa ASEC. Allez, à demain 20h, merci et très belle soirée.